Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux enjeux et aux opportunités de la philanthropie environnementale des entreprises. Alors oui, le titre de ce webinaire a un petit peu évolué puisque nous avons privilégié la version française à la Green Philanthropie qui nous paraissait plus réductrice aux intervenantes et à moi-même. Alors pour précision, cette session s'inscrit dans le 3e cycle de l'année du pôle mécénat et engagement citoyen des entreprises pour la cité, donc cycle consacré à l'engagement environnemental des entreprises. J'en profite au passage pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par notre programmation des entreprises pour la cité en général, mécénat d'un côté et diversité et inclusion de l'autre, brillamment porté par ma collègue Alice Chanson, n'hésitez pas à consulter notre site internet sur le lien qui va s'afficher dans le chat. Voilà. Alors, comme je fais d'habitude, je vais s'il vous plaît vous rappeler de bien vouloir couper vos micros pour proposer plutôt d'interagir dans le chat où vous pourrez vraiment à l'envie, sans aucune restriction, poser vos questions, partager vos commentaires, réagir si vous le souhaitez. Sachez quand même qu'on gardera un tout petit temps en fin de session pour les questions en live si vous en avez. Alors, cette session est enregistrée, il y aura donc un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube des entreprises pour la cité et ouvert à tous. Ce qui veut dire que, évidemment, vous n'êtes donc pas obligé de garder votre caméra allumée, mais sachez que c'est quand même toujours plus agréable pour nos intervenants de voir vos visages. Donc, n'hésitez pas. Alors, peut-être pour vous contextualiser un petit peu ce cycle. Donc, suite au sondage Et le PC et vous, qui est un sondage que nous avons envoyé à nos membres il y a quelques mois. Nos membres ont été très nombreux à nous communiquer être en attente de plus de contenu portant sur l'environnement. Donc, nous espérons que l'ensemble de ce cycle pourra répondre, tout ou partie en tout cas, à cette demande. Alors, est-il besoin de rappeler en introduction que cet été, même s'il n'a pas fait très très beau en métropole, c'est toute la différence, je le rappelle, entre le temps et le climat, nous avons malgré tout, et à nouveau j'ai envie de dire, subi les affres du changement climatique. À titre d'exemple, la Méditerranée a atteint une température record de 29 degrés avec de vraies incidences pour la vie sous-marine et la biodiversité. Mais a aussi eu un effet sur les populations, puisque vous avez sans doute entendu parler de ce phénomène nouveau des trompes d'eau qui ont été particulièrement meurtrières en août. D'autre part, de nouveaux records historiques de température ont été battus en juillet, avec une moyenne mondiale de 17,15 degrés, sachant que 2023 avait déjà été inédite en termes de chaleur, avec une température moyenne à la surface du globe de 1,45 degrés au-dessus du niveau de référence de l'ère pré-industrielle. En France, comme vous le savez, de plus en plus de départements sont en sécheresse. Ils étaient 40 en août dernier et connaissent de plus en plus de restrictions d'eau. C'est toujours le cas pour certains d'entre eux aujourd'hui. Du côté des forêts, pour ne parler que des françaises, la sécheresse les touche de plein fouet avec les incendies, les attaques de parasites, les maladies. Alors, ces dernières années, selon l'ONF, le taux de mortalité des arbres a augmenté de 80%. Il suffit vraiment d'aller en forêt de Fontainebleau pour s'en rendre compte. Et 5% de la forêt française est dite dépérissante. 42 000 espèces, ce qui représente à peu près 28% des espèces recensées dans les forêts françaises, sont directement menacées. Alors, si on dézoome pour parler du contexte mondial de façon un petit peu plus globale, en 2023, 6 des 9 limites planétaires, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, elles ont été élaborées en 2009 par une équipe internationale de chercheurs au sein du Stockholm Resilience Center. Pardonnez-moi pour l'anglais. Donc, je disais, 6 des 9 limites ont été franchies, à savoir le changement climatique, l'érosion de la diversité, la perturbation des cycles biogéochimiques, le changement d'usage des sols, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère et enfin l'utilisation et les cycles de l'eau douce, ce qui met évidemment notre planète bien au-delà de l'espace de fonctionnement sûr pour l'humanité.
Et enfin, petit message personnel auquel je tiens. Je rappelle toujours que Paul Watson est en détention, hein, toujours à l'heure aujourd'hui au Groenland. Donc on marche un petit peu sur la tête. Alors, ayant dit tout cela, l'objectif n'est pas évidemment, hein, ici de s'accuser les uns les autres, même si en vrai on est tous individuellement, j'entends, par nos modes de vie, par nos modes de consommation responsables, comme on peut le voir sur ce graphe. Et ce qu'on souhaite faire ici au sein de notre réseau Les Entreprises pour la Cité, c'est de trouver des solutions. Car comme le titre, un excellent podcast de la série du Monde, Chaleur humaine, que vous connaissez peut-être, au-delà de l'adaptation, la transition est encore possible, mais encore faut-il savoir par quel chemin y aller. Alors aujourd'hui, en France, selon une étude IFOP, 95% des Français estiment que les entreprises doivent être proactives sur les questions sociales et environnementales. Et selon Vendredi, hein, dans leur dernier baromètre RSE, l'environnement reste une thématique plébiscitée par 62% des entreprises. Alors c'est pas mal, mais c'est sans doute pas encore complètement suffisant. Et côté association, la situation est encore moins rose, puisque seulement 9% du mécénat des entreprises est dédié à la protection de l'environnement, c'est-à-dire donc à notre sujet du jour, la philanthropie environnementale. Et les associations environnementales passent 10 à 40% de leur temps à chercher des fonds. Donc c'est autant de temps évidemment qu'elles ne peuvent pas investir sur le terrain et dans leurs projets. Alors, comme on l'a dit, l'objectif de ce cycle est de contribuer à mieux appréhender ces sujets, échanger évidemment entre nous des bonnes pratiques et encourager toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes initiatives, sachant que bien sûr, tout métier confondu, tout secteur confondu, puisque nous sommes tous, toutes et toutes concernés. Pour ce faire, nous aurons 3 sessions. Une première, donc celle-ci aujourd'hui, qui visera à mieux comprendre les enjeux et les opportunités de la philanthropie environnementale. Une seconde semaine prochaine qui sera consacrée à comment concilier les enjeux économiques avec les enjeux environnementaux en collaboration avec Greenflex et le témoignage des entreprises Léon Gross et Page Group. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et une dernière session qui aura lieu mardi 15 octobre, consacrée à comment accélérer la transition de l'entreprise en collaboration avec le WWF et le témoignage des entreprises Groupe Bell et GRDF. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à ces prochaines sessions, n'hésitez pas à le faire via les liens d'inscription qui s'affichent dans le chat. Venez nombreux au vu des sujets intéressants. Et je précise, pardonnez-moi, qu'au vu de l'importance de ce sujet, eh bien, il nous a paru crucial, hein, que ces sessions soient ouvertes à toutes et tous, au plus grand nombre, à tous ceux et celles qui s'y intéressent de près, tout métier et tout secteur confondu. Comme je le disais en préambule, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors, si on revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire à la philanthropie environnementale, ce sujet nous a semblé particulièrement important car, comme on l'a vu, seuls 9% du mécénat d'entreprises soutiennent des projets environnementaux. Donc, avec nos intervenantes, on a voulu comprendre pourquoi, hein, quels sont les freins. Et puis, si on fait un tout petit pas de côté, peut-être revenir sur la définition même de la philanthropie environnementale, quels sont les enjeux, les opportunités et puis éventuellement les points de vigilance. Comment elle s'articule au sein de l'entreprise et avec les porteurs de projets. Et enfin, comment on en mesure l'efficacité. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de tout couvrir ici parce qu'une heure, c'est très court, mais on fera évidemment notre maximum et tout notre possible pour embrasser un maximum d'éléments et vous éclairer. Alors, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui ont pour particularité de travailler ensemble et de représenter chacune à son niveau un maillon différent d'une même chaîne. Alors, Marina, je commence avec vous. Vous représentez l'entreprise, hein, si je puis dire, puisque vous êtes directrice générale de la Fondation Léa Nature, fondation de l'entreprise éponyme créée en 1993. Bonjour. Nadine, vous représentez la voix des Bonjour. porteurs de projets, puisque vous êtes déléguée générale de Génération Future, association soutenue entre autres par la Fondation Léa Nature. Bonjour.
Et Isabelle, donc vous représentez l'ONG internationale 1% pour la planète, créée par le fondateur de Patagonia, vous y reviendrez. Et vous travaillez aujourd'hui, entre autres, évidemment, avec à la fois Léa Nature et Génération Future. Alors, bienvenue à toutes les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais arrêter la présentation pour que ce soit plus agréable et je vais vous proposer peut-être, si vous êtes d'accord toutes les trois, de vous présenter un petit peu plus en détail pour que l'on comprenne mieux qui vous êtes, ce que vous faites précisément. Peut-être présenter un peu mieux que ce que je n'ai fait votre organisation et puis peut-être nous introduire comment vous travaillez ensemble toutes les trois. Isabelle, est-ce que je peux vous laisser commencer? Avec plaisir. Merci beaucoup, Orlane. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement la directrice du 1% France, donc qui est la version française du 1% for the Planet, créée en 2002 par Yvon Chouinard, et comme vous l'avez dit, le fondateur de Patagonia. Et donc, notre organisation est un fonds de dotation qui a pour vocation à engager les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales présélectionnées. Et peut-être pour vous expliquer à l'origine comment Yvon Chouinard a eu cette merveilleuse idée, il était lui-même philanthrope à hauteur d'1% de son chiffre d'affaires depuis très longtemps. Et avec un autre businessman philanthrope, Craig Matthews, ils se sont rendus compte qu'avec leurs entreprises, c'était bien qu'ils versent 1%, mais qu'ils n'arriveraient pas à changer la donne sans créer un mouvement beaucoup plus grand que eux. Et c'est là qu'ils ont eu cette idée de créer le 1% du chiffre d'affaires, donc avec un message ultra simple, compréhensible à l'international, donc pour engager d'autres entreprises que les leurs à passer ce pas d'engagement vers la philanthropie environnementale. Et d'autant plus qu'à l'époque, la philanthropie aux États-Unis, et d'ailleurs c'est toujours le cas, et c'est encore pire qu'en France en termes de fléchage environnemental, puisque ce n'est que 3% de la philanthropie qui est fléchée vers la cause environnementale aux États-Unis. Donc c'était vraiment l'idée de fédérer, de créer un mouvement pour rassembler les entreprises qui sont déjà engagées vers cette philanthropie environnementale et puis en convaincre d'autres en proposant un système ultra simple d'engagement donc sur un périmètre à définir, qui peut être toute l'entreprise, une marque ou une gamme, et puis surtout un engagement qui est vérifié par nos équipes. Donc, sans prendre la parole trop longtemps, mais j'ai une petite équipe on est 10 personnes, 7 personnes basées en Haute-Savoie et 3 personnes à Paris, dont Antoine qui est dans cette salle virtuelle. Et donc, je m'arrête là sur cette petite intro sur les 1%, parce que je crois qu'on a d'autres choses à échanger. Merci Isabelle. Nadine, est-ce que vous prenez le relais? Si, avec plaisir. Merci pour cette invitation déjà. Alors moi, pour ceux qui connaissent pas Génération Future, donc c'est une association loi 1901 qui est agréée par le ministère de l'Écologie, qui depuis 30 ans en fait travaille sur la thématique des polluants chimiques, initialement tout particulièrement la question des pesticides, et qui a élargi ces sujets à d'autres problématiques de pollution chimique plus récemment, et qui en fait a pour objectif d'informer sur les risques associés à l'exposition à ces différents polluants chimiques, à la fois pour la santé et l'environnement, et de promouvoir leurs alternatives. Et donc, l'association a été en fait cofondée par un ingénieur agronome de l'INRA et par un enseignant qui est aujourd'hui aussi notre porte-parole et qui base son expertise sur la science et son travail sur la science. Ça fait vraiment partie du cœur de métier de Génération Future et qui utilise ensuite tous les outils qui lui sont offerts, légaux, pour essayer d'atteindre ses objectifs de, en gros, zéro exposition des populations vulnérables et du vivant en général d'ailleurs à ces polluants chimiques. Donc nous, dans le cadre du webinaire aujourd'hui qui nous rassemble, comme toute association les 1901, on doit fonctionner avec des moyens, donc des moyens humains, parce qu'on est une petite équipe aujourd'hui de 7 salariés. On a beaucoup aussi de bénévoles et de relais locaux sur le territoire qui nous aident en fait à diffuser nos messages et à relayer nos actions. Mais les moyens humains sont pas suffisants s'ils sont pas couplés à des moyens financiers qui nous permettent ensuite de réaliser, par exemple, un certain nombre de travaux d'expertise, puisque on a, nous, cette spécificité d'engager énormément de moyens sur des analyses, par exemple, d'air, d'eau, d'aliments, pour montrer, en fait, et pour rendre visible cette pollution qui est invisible.
Et pour ce faire, il nous faut bien sûr trouver des financements. Donc, on a des donateurs individuels qui sont la majorité, en fait, aujourd'hui du budget, qui représentent plus de 50% de notre budget, mais aussi des fondations d'entreprises qu'on choisit de manière très spécifique, mais on aura l'occasion d'en reparler dans la discussion. Et puis quelques financements publics, mais c'est mineur parce que, alors comme dans un écosystème, on essaye d'avoir des financements pluriels pour pas tomber si un des financeurs nous lâche en cours de route. Mais les financements publics sont assez aléatoires, donc on n'a qu'une toute petite part, ça représente à peu près 10% en fait de notre financement aujourd'hui. Merci beaucoup Nadine pour cette première présentation. Marina, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail, ainsi que l'entreprise, la fondation, et peut-être si vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez du coup, et avec Nadine et avec Isabelle. Merci Orlane. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marina Poirou, je dirige la Fondation Léa Nature et la philanthropie environnementale au sein du groupe Léa Nature. Simplement pour vous présenter l'entreprise, donc nous sommes un groupe français Léa Nature, nous sommes basés à La Rochelle. Nous fabriquons et nous distribuons des produits bio et naturels de santé, de cosmétiques et d'alimentaire. Nous sommes 2000 personnes et nous avons notre siège social ici à La Rochelle et 12 sites de production dans toute la France. Nos clients sont à 60% la grande distribution et 40% les réseaux spécialisés. Nous avons deux marques qui sont les plus connues, qui sont Jardin Bioéthique pour l'alimentaire et So Bioéthique pour la cosmétique. Donc moi, je gère toute l'enveloppe philanthropie environnementale au sein du groupe, puisque nous avons 18 de nos marques qui sont membres 1% pour la planète. Donc depuis 2007, en fait, on adhère 1% for the Planet, d'abord avec quelques marques et puis après avec les nouvelles marques qui sont arrivées. Ce choix a été fait en conscience parce qu'1% du chiffre d'affaires, c'est important, c'est pas 1% du résultat. Parce que à partir du moment où l'entreprise, donc c'est une entreprise qui a 30 ans, qui est assez jeune, a commencé à faire du résultat, du chiffre d'affaires et à se développer. En fait, le PDG a estimé qu'il était important de s'imposer une taxe verte qui n'était pas obligatoire, hein, et de redonner à la planète ce qu'on lui prend en tant qu'industriel, et puis aussi pour sensibiliser aussi tous les collaborateurs aux enjeux environnementaux qui ne font que augmenter. Ça fait 16 ans en fait qu'on est engagé dans le 1% et on se rend compte que la tâche est encore rude et que les prises de conscience ne sont pas assez avancées. Donc de fait, on soutient des associations et des ONG à peu près 150 par an, dont Génération Future, qui pour nous est une pépite qui fait un travail extraordinaire en fait sur les polluants chimiques et qui est expert dans son domaine. Donc on en parlera plus tard. Merci beaucoup, Marina. Alors justement, si on revient à cette notion de philanthropie environnementale, je pense que c'est pas nécessairement très très clair pour tout le monde de ce que ça veut dire exactement. Certains pensent qu'on se parle plutôt de compensation carbone. Alors, est-ce que par exemple la philanthropie environnementale permet de compenser les émissions, les bilans carbone? Est-ce que vous pourriez, Isabelle, peut-être nous aider à y voir plus clair, peut-être en illustrant avec peut-être le fonctionnement de 1% pour la planète? Oui, mais alors peut-être merci en tout cas pour cette explication à fournir. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre les deux. La philanthropie environnementale, c'est d'abord de la philanthropie, c'est-à-dire qu'on s'engage à faire un don. Et c'est dans un cadre fiscal autorisé par l'État, c'est-à-dire que l'État propose aux entreprises comme aux particuliers de choisir où vont une partie de leurs impôts. Et donc, on peut choisir en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'individu de financer une cause ou une autre et d'avoir pour cela une réduction d'impôt à hauteur de 60% pour les entreprises ou 66% pour les individus du don effectué.
jusqu'à une certaine limite qui est différente évidemment entre les entreprises et les individus. Mais donc on est dans le cadre du soutien de l'intérêt général qui est vraiment bien défini par l'État et c'est ce qui permet une réduction fiscale. Donc la différence entre la philanthropie environnementale et par exemple, faire une analyse de cycle de vie ou enfin, faire de la compensation carbone, c'est tout simplement qu'il y a une différence entre une facturation et un don. Donc, quand vous faites un don, vous n'attendez pas de contrepartie de ce don, c'est désintéressé versus financer la réduction de votre empreinte, où là, c'est une charge. Euh, donc, je dirais que c'est la première explication. Dans le cadre du 1%, donc nous, notre rôle, c'est comme vous l'avez expliqué au tout début, c'est que puisqu'il n'y a pas assez d'argent consacré à la cause environnementale, c'est de faciliter les levées de fonds des associations environnementales en les mettant notamment en relation avec les mécènes. Par une relation directe qui peut se faire soit via nos outils open source, notre site internet par exemple, ou via des événements de mise en relation et surtout des événements où on met en avant l'intérêt qu'ont les deux parties qui au départ sont vraiment deux milieux différents, donc c'est deux parties prenantes, entreprises et associations, à travailler ensemble. Donc, nous, notre mode opératoire, c'est de faire en sorte que les entreprises trouvent facilement des projets à soutenir et on le fait spécifiquement via un certain nombre d'événements de levée de fonds. Du coup, Nadine, vous êtes rentrée dans le 1% pour la planète, donc par cette notion de philanthropie environnementale. Est-ce que vous avez un autre regard sur cette notion de la philanthropie environnementale à nous apporter? Oui, c'était pas naturel pour Génération Future initialement, en fait, de travailler, d'accepter un soutien de fondations, d'entreprises ou d'entreprises directement. C'est un travail en fait de confiance qui s'est créé il y a maintenant quelques années. Et Isabelle est à l'initiative en fait pour nous de cette confiance qui s'est créée, mais avec Marina aussi, parce que au départ on a eu cette chance d'avoir d'un soutien de Patagonia il y a, je saurais même plus dire il y a combien de temps, mais moins 15 ans je dirais minimum. Et c'est de cette rencontre en fait qu'on a commencé à nous s'approcher de cette idée de finalement une association loi 1901 pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Comme je le disais tout à l'heure, il lui faut des moyens, parfois des moyens importants. Et nous, sur certains de nos enjeux, il faut dégager vraiment des financements et le soutien et le don individuel parfois ne suffit pas à atteindre ces objectifs. Donc, on est rentré au départ par le biais de rencontres avec certaines structures, donc Patagonia à l'époque, mais aussi une autre entreprise qui était Botanique. Et ce que disait Isabelle sur la différenciation entre guillemets, une prestation de service et puis la philanthropie environnementale, elle s'est posée à nous à ce moment-là, parce que Botanique, en fait, qui est une jardinerie qui vendait des pesticides de synthèse, nous a approchés parce qu'elle avait cette envie de supprimer de ses rayons les produits les plus dangereux, initialement pas tous. Et finalement, dans la discussion entre notre association et cette structure, et au vu de l'expertise qu'on a pu nous apporter à la jardinerie, ils ont pris cette décision qui était très innovante et qui qui était une première en 2008, de retirer en fait de leur rayon l'ensemble des pesticides. En nous apportant finalement un soutien financier à l'expertise qu'on pouvait leur donner. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de philanthropie. La philanthropie entre cette structure et nous est venue après, finalement dans cette confiance qu'on a gagnée les uns avec les autres, parce que pour notre conseil d'administration, c'était pas naturel en fait de se faire financer par une entreprise qui n'était pas pour nous initialement vertueuse, puisqu'elle vendait des pesticides, mais qui est devenue vertueuse dans le travail de collaboration qu'on a pu avoir. Et donc, en fait, c'est ça qui a un peu déclenché ensuite pour nous l'idée que oui, on avait le droit en tant qu'association finalement, et c'était légitime d'obtenir des soutiens financiers ensuite de structures et de fondations comme Léa Nature. En fait, ce sont vraiment les premières entreprises qui nous ont soutenus et le conseil d'administration a donné son aval à ce moment-là parce qu'il y avait quand même déjà, pour le coup, Léa Nature, une éthique, des valeurs partagées. Et donc, ça n'a fait que croître avec le temps. Mais on reste cependant, j'en parlerai peut-être plus tard, mais très regardant malgré tout sur qui ensuite va financer Génération Future.
Il faut qu'on ait des valeurs communes et aussi des objectifs communs, d'écarter par exemple des produits qu'on pourrait mettre sur le marché, des substances qui contiendraient par exemple des perturbateurs endocriniens, ce travail qu'a fait notamment Léa Nature avec nous il y a quelques années maintenant, quoi. Alors justement, Marina, l'entreprise, parlons-en parce que du coup, vous, vous êtes aussi tout à fait à même de pouvoir incarner cette philanthropie environnementale puisque vous la portez. Alors du coup, quelle définition vous donneriez côté entreprise? Et puis, est-ce que vous pourriez peut-être aller plus loin en nous expliquant comment c'est organisé en interne, comment c'est porté en interne, comment vous articulez finalement cette philanthropie? Peut-être dans une dynamique aussi RSE ou une dynamique d'engagement un petit peu plus large de l'entreprise. Ben, pour nous, la philanthropie environnementale, en fait, nous a permis de croiser des univers, en fait, l'univers du business et l'univers du business qui est plutôt sur l'intérêt privé et l'univers de la philanthropie environnementale ou d'autres philanthropies qui est plus sur l'intérêt général et de se rendre compte en fait que ces univers peuvent travailler ensemble et que ensemble on peut aller plus loin et c'est pas parce que on fait du business qu'on peut pas être un acteur de l'intérêt général et de l'assumer complètement. Donc ça, c'est très important pour nous. Nous, on ne met pas la philanthropie ou la fondation d'un côté et l'entreprise et son business de l'autre. Parfois, on fait un petit peu le grand écart puisque en soutenant des projets de protection de l'environnement, parfois on touche aussi à l'économie, mais ça, il faut le faire puisqu'il faut qu'il y ait des règles qui changent et des lois qui changent. Donc voilà, la philanthropie environnementale nous a vraiment permis d'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise une autre vision, d'aller chercher, comme le disait Nadine, des assos ou des ONG qui vont venir à l'intérieur, au-delà de donner de l'argent, qui vont venir nous conseiller sur des thématiques. Nadine parlait des perturbateurs endocriniens. On a beaucoup travaillé avec la Surfrider Foundation sur nos emballages aussi, par exemple. Et en ce moment, on travaille avec eux sur les solaires. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment on travaille ensemble en fait d'égal à égal. Nous, on n'est pas l'entreprise qui donnons des fonds et puis les associations viennent demander régulièrement et elles sont dépendantes de nous. Il y a vraiment un échange et ça nous permet aussi, vous parliez de RSE tout à l'heure, Orléane, d'avancer un petit peu plus vite sur certaines thématiques et de pousser un petit peu la philanthropie en fait est souvent assez dans l'innovation par rapport au changement qu'on peut apporter à l'entreprise, notamment en lien avec la protection de l'environnement. On travaille beaucoup avec les équipes RSE et nous on pousse toujours puisque les ONG et les associations sont souvent en avant sur certaines thématiques, donc elles dérangent un peu, mais c'est très intéressant. Voilà. Et puis après, sur l'organisation interne, parce que je vais pas prendre la parole trop longtemps, nous, on distribue notre 1% Planète directement auprès des associations et on a deux leviers de financement. Donc, on a notre fondation Léa Nature, dont l'objet est la protection de l'environnement. Cette fondation est abritée par la Fondation de France et on a aussi une distribution qui se fait en mécénat direct. Donc, du coup, ça nous laisse une certaine liberté de distribution. Pourquoi on a fait ça? Je vous l'explique. On a voulu être abrité par la Fondation de France parce que quand on parle de philanthropie dans les entreprises, c'est pas toujours bien compris. Faire la différence entre philanthropie, partenariat, sponsoring. Voilà, il y a souvent dans les conseils d'administration, c'est pas évident à faire comprendre parce qu'il n'y a pas forcément un retour d'image. On est vraiment sur de l'intérêt général pur. Donc, du coup, le fait d'être abrité par la Fondation de France, ils nous ont modelé, en fait, ils nous ont bien borné sur la thématique, sur la notion d'intérêt général et de pas faire, de faire très attention par rapport à notre intérêt privé. Et le mécénat direct aussi, c'est pour pouvoir aller soutenir des projets qui parfois sont un peu plus, je dirais, militants. Voilà, donc ça, c'est la liberté qu'on se donne, nous, que va nous donner la direction générale pour faire ça. Voilà, donc on a deux vecteurs de distribution, mais en haut, en fait, c'est notre 1% Planète. Voilà, et c'est la philanthropie environnementale. On a 7 commissions par an, 3 comités fondations avec des experts ONG et autres dans nos comités. On a un budget global
global de 2,5 millions annuels. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant avec le 1% Planète parce qu'en fait, on ne se repose pas la question tous les ans pour aller chercher le budget. On sait que c'est 1% du chiffre d'affaires ou de telle marque. Voilà, donc ça, autant s'en faire se peut que l'entreprise fonctionne bien. Tous les ans, on a un budget qui tombe pour aller distribuer auprès des associations et des ONG. Voilà. Alors justement, si je redonne la parole à vous, Isabelle, peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les enjeux et les opportunités de la philanthropie environnementale pour les entreprises qui vous rejoignent? Donc, on a effectivement le cas de Léa Nature, mais voilà, de façon un petit peu plus globale, quand les entreprises viennent frapper à votre porte, qu'est-ce qu'elles viennent y trouver, y chercher? Alors, ça dépend. Enfin, il y a presque autant de cas de figure que d'entreprises qui nous rejoignent, sachant qu'on a aujourd'hui près de 1200 entreprises et marques en France qui sont membres du 1% et qui reversent 1% de ce CA directement à des associations. Donc, en fait, on a différents enjeux qui se posent pour ces entrepreneurs, qui peuvent être aussi de toute taille. Ça peut être des auto-entrepreneurs, des professions libérales, des startups, des entreprises plutôt matures. Enfin, en fait, on a tout profil. Donc, chacun rejoint le 1% avec ses envies. La plupart du temps, il y a quand même un point commun qui est fort entre toutes ces entreprises, c'est qu'elles appartiennent pour la plupart toujours à leurs fondateurs et fondatrices. Ce sont des entreprises familiales donc, qui ont cette liberté de décider, avec très peu de parties prenantes, en fait, très peu d'actionnaires, de faire ce travail pour l'intérêt général et pour le bien commun. Et donc, nous, ce qu'on essaye d'apporter, en tout cas, quand elle se pose la question de la philanthropie, c'est définir ensemble un périmètre qui peut rentrer dans le 1%. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être toute l'entreprise comme une marque ou une gamme. Donc, ça se travaille avec les entreprises qui veulent nous rejoindre. On réfléchit à ça ensemble. On réfléchit aussi ensemble à quelles sont les causes qu'elles vont vouloir soutenir. Est-ce que ça va être plus l'agriculture et l'alimentation, comme peut être c'est un sujet porté par Génération Future? Est-ce que ça va être la pédagogie active au contact de la nature? Est-ce que ça va être les océans avec Sea Shepherd dont vous parliez tout à l'heure? En fait, les enjeux sont énormes et donc c'est pas forcément facile de savoir par où commencer, mais en fait, on est là pour ça. On a une palette de plus de 700 associations en France et plus de 5000 dans le monde qui sont sur tous les enjeux environnementaux. Je vous en ai juste cité quelques-uns, mais on est sur toutes les causes environnementales. Et donc, c'est vraiment d'apporter un conseil philanthropique à ces entreprises qui veulent faire quelque chose et qui veulent se lancer dans le don environnemental, donc en leur apportant ce soutien-là. Et puis, au-delà de ça, c'est ce qui est important aussi dans le mécanisme 1%, c'est le mécénat, il peut prendre la forme effectivement de numéraire, c'est-à-dire vous versez, vous faites un chèque à des associations environnementales, mais ça peut être aussi un formidable moyen d'impliquer vos collaborateurs. Donc, le mécénat, ça peut être sous forme de mécénat de compétences, du temps consacré par des collaborateurs à la cause environnementale, aller faire un nettoyage, partir surveiller un troupeau avec une association d'accompagnement des bergers par rapport aux attaques de loups. Enfin, il y a toutes les possibilités selon les convictions de chacun sont possibles dans le cadre du mécénat, donc en numéraire ou en compétences. Et ça, c'est pour les entreprises un incroyable outil d'intégration de ses collaborateurs dans une politique RSE au sens large et encore évidemment de mécénat et aussi un outil pour recruter les meilleurs talents, les conserver en montrant que l'entreprise n'est pas là que pour faire des affaires, mais qu'elle a une autre vision et une autre mission. Donc je dirais que c'est ce qu'on essaye en tout cas avec le 1% pour la planète d'apporter comme réponse à des questionnements d'entreprise. Alors, avant que je redonne la parole à Nadine, Marina, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Isabelle sur les enjeux et les opportunités de la philanthropie environnementale côté entreprise?
Alors, c'est vrai que nous, déjà, c'est un engagement fort, hein, puisque ça fait partie en fait de notre modèle économique. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est en fait le lien qu'on a avec d'autres entreprises, parce que à plusieurs, on a plus de force. Et nous, on travaille avec nos amis du 1%. On soutient pour certains les mêmes causes et on fait des appels à projets communs. Par exemple, là, c'est tout frais. On vient de sortir un appel à projet commun et je le cite parce que c'est assez rare sur la transition agricole, biologique et solidaire avec deux autres marques, en fait, avec deux autres entreprises qui sont Olga et la boulangère bio, c'est les marques vraies et la boulangère, et nous. On fait un appel à projet commun, en fait, en national sur cette thématique. Donc, en fait, c'est montrer que les entreprises, elles ont un rôle à jouer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur l'intérêt général, sur des enjeux de société et le dire haut et fort. Voilà, parce qu'on le monde de l'entreprise est souvent décrié et je trouve que le fait d'être ensemble en fait sur des mêmes causes, sur des mêmes dynamiques, ça permet aussi de montrer que qu'on peut aussi faire du business autrement et des affaires autrement. Alors justement, vous le dites, hein, Marina, les entreprises, c'est vrai, elles sont décriées. En plus, on voit bien que certaines sont vraiment dans la crainte, hein, par rapport à leur communication, d'être taxées de greenwashing. Et puis, il y a une crainte aussi par rapport aux associations. Donc, c'est là, Nadine, que je souhaiterais vous redonner la parole pour que vous nous expliquiez un petit peu comment, enfin, quel positionnement vous avez, vous, en tant qu'association, vis-à-vis des entreprises en général, et puis peut-être pour dédramatiser un petit peu, c'est-à-dire que finalement, toutes les entreprises peuvent venir taper à votre porte du moment qu'elles ont un vrai projet environnemental. J'interviendrai peut-être un petit peu sur ce sujet après, si vous me permettez, Orlan aussi. Bien sûr. Voilà, toutes les entreprises peuvent, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous accepterions tous les soutiens de toutes les entreprises. On est évidemment, comme je le disais, regardant en fait sur qui va soutenir Génération Future, parce que derrière, il y a un affichage possible, que ce soit pour Génération Future ou pour l'entreprise et la fondation qui nous soutiendrait. Donc on est très vigilant sur les impacts environnementaux et sanitaires qu'une entreprise peut avoir versus la compensation entre guillemets qu'elle s'octroierait en soutenant une association comme la nôtre. Donc là-dessus, notre conseil d'administration, il est très clair. On ne va pas aller accepter, évidemment, par exemple, si par extraordinaire, la Fondation Bayer ou BASF voulait nous soutenir s'il y en a une, accepter les financements de ce type de structure, ce serait inconcevable à l'heure actuelle, en tout cas pour nous, c'est pas envisageable. Donc, on reste très vigilant là-dessus et on a eu d'ailleurs parfois, je ne les nommerai pas, mais certaines structures qui sont ou entreprises qui ont pu venir nous solliciter pour éventuellement nous soutenir. Ce qui ne veut pas dire que nous, en tant qu'association, par exemple, je pense à la grande distribution qui parfois sur la question de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, veut faire évoluer certains secteurs, notamment dans les fruits et légumes, la question de la présence des résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Ils s'interrogent là-dessus. Ils viennent chercher des organisations qui sont expertes, donc Génération Future, et on peut par contre avoir une collaboration, échanger ensemble et essayer de leur expliquer sur quel domaine ils peuvent agir pour éventuellement avoir des actions plus vertueuses d'un point de vue environnemental et sanitaire. Mais dans ce cadre-là, nous, on n'accepte pas ensuite de financement spécifique. L'échange se fait en dehors de la philanthropie environnementale, évidemment. Après, ce qui compte aussi pour nous, c'est que sur les structures qui vont nous financer, quand le conseil d'administration a accepté ces financements, c'est que on reste totalement libre de dire ou de dénoncer des problématiques de santé qui pourraient émerger ou des produits qui pourraient être commercialisés, et même par une des structures qui pourrait nous soutenir, et qui poseraient problème d'un point de vue sanitaire ou environnemental parce qu'elles contiendraient des perturbateurs endocriniens ou voilà, des substances particulièrement nocives pour la santé et les populations vulnérables.
On n'a jamais eu à être entravé en fait sur notre liberté de dire les choses, même avec des structures qui pouvaient nous financer, qui pourraient être concernées. Par exemple, dans la bio, il y a certaines substances utilisées qui peuvent être problématiques. Et ça ne nous empêche pas de faire remonter auprès des financeurs qui sont en bio, par exemple, des molécules qui doivent être sur lesquelles il faut agir. Et nous, on communique de manière extérieure sur ces substances qui peuvent être problématiques. Donc, c'est aussi pour nous hyper important d'être en totale liberté, en fait, par rapport à ça. Et on n'a jamais eu d'entrave, en tout cas, sur les messages qu'on voulait porter. Donc, c'est pour nous essentiel dans le fonctionnement. Et je voulais dire aussi que on est bien sûr dans un monde pluriel où les acteurs sont pluriels et où on doit, il me semble, on se doit tous de tirer en fait dans le sens d'une meilleure, d'une durabilité pour la santé et pour l'environnement, et exclure de ce champ les entreprises serait absurde. Donc c'est aussi pour nous assez naturellement qu'on se dit, bah, après tout, il y a des entreprises qui sont vertueuses et qui veulent aller encore plus loin et qui veulent soutenir des associations. On trouve ça très cohérent, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs doivent jouer leur partition. On ne peut pas imaginer changer les choses uniquement avec le milieu associatif ou uniquement avec les politiques. Ce serait écarter des avancées tout un pan de notre société, et donc ce serait in fine voué à l'échec. Donc évidemment qu'il faut associer les entreprises au changement, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix, j'ai envie de dire. Marina, vous souhaitiez réagir, Oui, je crois. pas longtemps. Enfin, à ce sujet-là, enfin, ce que je voulais dire aux entreprises qui sont présentes, il faut savoir accepter la critique sans en faire une affaire personnelle. En fait, comme disait Nadine, quand on veut donner des fonds en philanthropie environnementale sur une thématique, en fait, c'est la thématique qu'on va aller soutenir, c'est les enjeux qu'on va aller soutenir. C'est pas une politique d'entreprise. Donc, on veut faire avancer les choses. Donc, forcément, en face de nous, en tant qu'entreprise, tout à l'heure, je vous disais, quand on a travaillé avec la Surfrider sur les emballages, pour eux, l'idéal, c'était qu'on n'ait pas d'emballage. Sauf que chez nous, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Donc, après, on discute, on se comprend, on essaye d'avancer de notre côté. Et voilà. Et souvent, on voit les associations de protection de l'environnement comme des structures qui veulent absolument que l'entreprise change son modèle économique. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle nous aide en fait à changer de modèle, à la transition écologique. Par exemple, je vais donner un exemple, une ONG française, une association qui s'appelle Reclaim Finance, qui est sur les enjeux des énergies fossiles. Ils dénoncent des choses, mais ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils travaillent avec les organisations, avec les banques ou d'autres structures pour orienter différemment leur investissement. Donc voilà, donc ça c'est comme le disait Nadine, au-delà de donner des fonds, il y a un travail qui peut se faire avec les associations qui ont des experts chez eux sur beaucoup de thématiques. Merci pour ces précisions. Effectivement, c'est important de le redire. Isabelle, peut-être avant de passer à une autre question, peut-être que vous voulez réagir. C'est pas obligé, hein, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Orlane. Oui, enfin, juste pour compléter, mais tout a été dit sur ce sujet, mais on insiste assez souvent quand on parle aux entreprises pour leur expliquer que effectivement, l'entreprise nourrit la philanthropie, mais l'inverse est vrai. La philanthropie nourrit l'entreprise, donc avec tous les exemples donnés par Marina et par Nadine, ce sont des vrais échanges sur un terrain d'équité de deux parties prenantes qui travaillent sur des secteurs peut-être et des modes opératoires un petit peu différents, mais qui arrivent à travailler ensemble et qui se nourrissent mutuellement. Donc c'était la seule chose que je voulais rajouter. Alors, si vous gardez la parole, Isabelle, du coup, selon vous, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, quels sont les autres freins que les entreprises pourraient se mettre pour ne pas se lancer dans ce qu'on appelle la philanthropie en environnementale, et comment elles pourraient le surmonter? Les freins, enfin, il peut évidemment, enfin, donc notre objectif, c'est de les aider à surmonter les freins qu'elles peuvent avoir. 1% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Donc, puisque Marina le répétait, c'est pas du tout 1% des bénéfices. Donc, il faut avoir
un business model qui permet de faire ce don. Idéalement, c'est des entreprises qui payent des impôts, donc qui ont un intérêt à avoir une réduction d'impôts, mais la plupart du temps, les entreprises nous rejoignent, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour intégrer une réflexion environnementale dans leur mode opératoire via la philanthropie. Les freins, ça peut être une méconnaissance des enjeux, le fait de considérer que les enjeux sont extrêmement compliqués et que ça peut être une exposition de l'entreprise de manière un peu risquée auprès du grand public. Certaines entreprises ont peur d'être accusées de greenwashing. Donc, est-ce qu'on fait de la philanthropie environnementale ou pas? Par où commencer? Et est-ce qu'on ne va pas être accusé par les consommateurs et citoyens d'en faire trop? Et donc, nous, c'est tout ça. C'est vraiment le travail de notre équipe, c'est d'aider les entreprises déjà à choisir les causes qu'elles vont soutenir. Et ça, on le fait, je vais vous donner un exemple concret, notamment par un événement qu'on organise tous les ans qui s'appelle les Rencontres pour la planète, parce que justement, on était parti de ce constat-là, que c'est difficile de choisir à la fois les enjeux, par où commencer et quelles associations choisir. Je vous parlais tout à l'heure de plus de 700 associations qui sont agréées par le 1% pour la planète en France. C'est certes une portion des associations environnementales en France, mais n'empêche que ça reste beaucoup, donc difficile de flécher et de savoir à qui donner. Et donc l'événement Les Rencontres pour la planète, pour cet objectif-là, justement, c'est de simplifier la philanthropie et d'accélérer les flux financiers en présélectionnant en fait les meilleurs projets chaque année. Donc on a un appel à projets au printemps. On présélectionne sur 200 projets, on en présélectionne 40. Et ces 40 projets vont se présenter sur un format ultra court et efficace. Chaque association va pitcher 8 minutes et va du coup se présenter par thématique environnementale aux mécènes. Et ça, c'est ouvert à la fois aux entreprises membres, donc il y a évidemment Léa Nature, mais c'est les autres entreprises que tu as citées, Marina, comme La Boulangère et Olga avec la marque Vrai, mais il y a également des fondations qui seront présentes, il y a des entreprises qui ne sont pas membres et qui font ce premier pas d'ouvrir, d'avoir cette curiosité et d'écouter des projets environnementaux, et c'est par thématique environnementale. Donc chaque entreprise peut venir faire son marché philanthropique sur juste le sujet qui l'intéresse en écoutant les projets. Donc voilà, on essaye, tout ça pour vous dire qu'on essaye de lever ce frein-là du choix en présélectionnant des projets pour réduire en fait pour faciliter le premier pas en tout cas. D'autant que ce qui est aussi très important dans le monde de la philanthropie environnementale pour les entreprises, c'est d'entendre ce que vos pairs pensent, de bénéficier de leur retour d'expérience. Et c'est exactement ce qu'un événement comme ça permet, c'est d'échanger entre mécènes, entre entreprises pour comprendre pourquoi telle entreprise a financé tel projet, quel est son retour d'expérience. Et ça, c'est ultra important. Ce partage-là, vraiment de manière humaine via des rencontres. Donc, on va se permettre de vous mettre dans le chat le lien pour cet événement, pour participer à cet événement. Donc, toutes les entreprises qui sont membres des entreprises pour la cité et toutes les autres, en tout cas toutes celles qui sont intéressées par la philanthropie environnementale, vous êtes les bienvenus à participer à cet événement pour écouter les projets environnementaux présélectionnés. Merci pour cette information. Effectivement, Antoine, tu as bien fait de le mettre dans le chat. Nadine, du coup, si je vous redonne la parole pour peut-être compléter ce qu'a dit Isabelle, en termes de freins, c'est vrai que nous, ce qu'on entend aussi de la part des entreprises, c'est on n'a pas le bagage technique, on n'a pas les compétences, on n'est pas ingénieur, écologue, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, voilà, est-ce que le fait de ne pas avoir de bagage scientifique peut être un frein, et peut-être qu'il y en a d'autres que vous pouvez constater directement? Alors, c'est sûr que parfois, surtout, alors je vais prendre bien sûr les sujets que nous on porte, qui sont parfois très techniques, un peu complexes à comprendre, ça peut effrayer certaines entreprises de se dire non, je sais pas ce que je vais soutenir exactement, je comprends pas bien le concept qui est derrière, mais globalement, quand on commence à dire que on a dépassé la limite planétaire sur la pollution chimique et que on dit que ça a des effets sanitaires environnementaux qui sont avérés,
on a déjà accroché l'idée. Et si en tant qu'entreprise, on est sensible à ces sujets-là, finalement, y rentrer, nous, on est là aussi pour accompagner. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs pour beaucoup de nos financeurs, c'est des formations, des webinaires à destination à la fois des cadres dirigeants, mais aussi de l'ensemble des salariés. Ce que disait aussi Marina tout à l'heure, c'est aussi, moi je trouve que ce partage-là, il est très enrichissant pour nous en tant qu'association, d'essayer de sensibiliser, de former même en interne des gens qui, par exemple, sont normalement dans des structures qui sont plutôt sensibles à l'agriculture biologique ou à l'environnement. En fait, ils ont besoin aussi de comprendre mieux les enjeux, à la fois en termes scientifiques, mais aussi voilà, sanitaires ou politiques. Donc nous, on est là, hein, c'est notre fonction aussi en tant qu'association d'accompagner en fait les mécènes. On le fait de manière régulière. Donc c'est des points qui peuvent sur ces aspects-là être facilement levés en fait dans les rencontres et dans les échanges qu'on peut avoir. Après, il peut y avoir peut-être aussi enfin, nous, on est évidemment des militants très engagés sur les sujets que l'on porte, mais on essaye, en tout cas, je l'espère, d'être le plus rigoureux possible dans les messages que l'on porte. Donc ce que je parlais de la confiance qui est très importante à instaurer aussi sur les messages que nous, on fait passer, en tout cas, on essaye d'être sur des informations les plus vérifiables possibles et les moins attaquables possibles, parce que on n'est pas un institut de recherche, on est une association, et donc on a beaucoup d'opposants, des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien, qui vont essayer aussi de dégrader un peu l'image d'une structure comme la nôtre ou de nombreuses associations. Donc c'est aussi en tant que mécène, l'idée, est-ce que c'est de nous en tant qu'association, pardon, de rassurer le mécène en lui disant les messages que l'on fait passer, ils sont étayés par de la recherche scientifique. Ce sur quoi on s'appuie, c'est des études qui sont vérifiées par des comités de lecture, etc. Donc, qui sont, j'ai envie de dire, indéboulonnables. Et donc, on a tellement en plus de données aujourd'hui qui vont dans notre sens que c'est assez facile pour contrer éventuellement les éventuels risques pour les mécènes de dire le message il est tronqué ou il est faux. Et voilà. Donc là aussi, nous, on peut accompagner là-dessus pour rassurer sur ces aspects-là. Donc, sur l'image que peut renvoyer le fait de soutenir une association comme Génération Future qui est par exemple, souvent taxé d'être le lobby de la bio, ce qui nous donne beaucoup de galons, mais qui est peut-être trop excessif par rapport à ce que nous, on défend véritablement. Donc, voilà, il y a aussi peut-être cette idée que pour les entreprises, qu'elles se soient euh, rassurées par rapport à cette problématique de l'image. Et Marina, il y a peut-être un autre frein que l'on n'a peut-être pas évoqué, mais que j'aimerais beaucoup évoquer avec vous, c'est cette notion d'efficacité et de ROI. Alors, non pas Return on Investment, évidemment, mais Return on Impact. On dit que l'environnement, c'est un investissement sur du temps long. Donc, c'est compliqué pour une entreprise de pouvoir investir sur du temps long quand elle a des enjeux qui sont peut-être sur du plus court ou moyen terme. Comment vous arrivez à négocier ça, si je peux me permettre ce mot? Déjà, par rapport à ce qu'on disait précédemment, il faut prendre le temps de s'acculturer sur le sujet, sur les enjeux environnementaux, sur les risques, sur le contexte actuel sur ces différentes thématiques. Parce que moi, quand je me suis occupée de la philanthropie environnementale, c'était pas vraiment mon sujet de départ. Et le fait de rencontrer les associations, les ONG, les rencontres pour la planète dont parlait Isabelle, des cercles, l'écosystème des fondations qui sont sur la protection de l'environnement, aller à des conférences sur ces thématiques, en fait, nous acculture et je dirais qu'on tire une pelote sur ce sujet. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à se renseigner sur cette thématique et qu'on a écouté des experts du monde des associations et des ONG, en fait, on ne peut plus reculer, puisque l'enjeu, il est tellement énorme et l'enjeu, il est tellement lié aussi aux générations futures, à nos enfants, qu'on se dit qu'on se doit, si on a envie d'y aller, il faut qu'on y aille, puisqu'en fait, on n'a pas aujourd'hui, pour moi, on n'a pas vraiment le choix de ne pas y aller. Enfin, voilà, c'est un effet de société. Et, sinon, ça va vraiment être compliqué pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, effectivement,
ça déjà, c'est s'acculturer sur les thématiques, sur les sujets, se renseigner, même si on n'a pas, on se dit, ben moi, j'y connais pas grand-chose, mais effectivement, c'est aller voir tous ces acteurs qui ont une vraie expertise. Nous, on a on soutient des projets d'agriculture écologique et solidaire, des projets liés au climat, des projets liés à la santé et environnement, à la biodiversité, donc ça regroupe tous les enjeux. Donc c'est très très large, mais il faut aller voir, il faut aller discuter, il faut poser des questions, etc. Après, sur la notion d'impact, nous, notre parti pris, c'est de soutenir et des petites structures et des grosses structures et des structures qui sont sur le terrain et des structures qui vont faire du plaidoyer en national, voire au niveau de l'Europe, parce qu'en fait, tous ces gens-là, tous ces écosystèmes sont complémentaires. Donc l'impact, on le voit sur des changements de loi, des changements de règles, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les décisions politiques en fait ne sont pas assez fermes sur ces thématiques. Donc le changement, on est loin d'y arriver. Donc la mesure d'impact aujourd'hui, moi je la vois plus par rapport à des décisions qui ne sont pas prises en fait. On a les rapports du GIEC qui sont parlants. Enfin voilà, il y a pas de sujet. Les scientifiques parlent. Les scientifiques aujourd'hui ont complètement démocratisé leur discours à ce sujet-là. Et on voit que finalement, au niveau de l'impact, ça ne change pas. Donc voilà. Après, on ne demande pas, on est dans la philanthropie. Donc, on ne souhaite pas rentrer dans la demande systématique aux associations et aux ONG quel impact a votre action, puisqu'elles sont à des différences aussi de niveau, différences de ressources humaines, etc. Donc, il faut aussi avoir cette notion de philanthropie et pas en rajouter une couche sur les associations et les ONG. Il y a une relation de confiance qui est très importante. Merci beaucoup, Marina, pour ces précisions. Effectivement, le diktat de l'impact peut être un vrai problème pour certaines associations, même si on ne nie pas hein, que parfois c'est important pour pouvoir justifier Évidemment, les budgets. puisqu'il y a des rapports d'activité, etc. Absolument. Est-ce qu'à ce stade-là, nous avons des questions? Sentez-vous tout à fait libre. Il reste 3 minutes, donc c'est vraiment le moment pour notre auditoire de se lancer. N'hésitez pas à lever la main. C'est toujours la première qui est la plus difficile à démarrer. Orlane, si tu me permets, je veux bien en poser une, notamment parce que Marina, Isabelle, vous aviez évoqué ça au début sur les enjeux justement aussi de l'engagement et pédagogie, et notamment, je pense, en interne pour les collaborateurs qui seraient peut-être un peu plus sceptiques ou qui pourraient en tout cas pas forcément se positionner en tant qu'alliés. Comment on fait cela pour les rapatrier à cette bonne cause, à cette bonne parole? Comment est-ce que c'est les outils de sensibilisation? Est-ce que c'est l'action? Et justement, aller aller sur le terrain, voir les choses, est-ce que c'est un peu tout ça? Qu'est-ce qui vous semble le plus efficace? Je veux bien prendre la parole 2 minutes. Nous, il y a quelque chose qui marche super bien, c'est les cycles de films qui sont projetés entre midi et 2 sur différentes thématiques. On fait ça tous les mois. C'est sur la base du volontariat, sur des différents enjeux liés à la protection de l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien, le documentaire ou le film. Après, nous, on les fait partir en congé solidaire sur des missions de protection de l'environnement via une association qui s'appelle Planète Urgence. Donc, on a des promos de 5 à 10 personnes qui partent par an, individuellement. Et puis, on crée une dynamique, ce qu'on appelle les ateliers en terre inconnue. Donc, ça permet aux collaborateurs de demi-journées par an d'aller au sein des associations et d'apporter leur aide. Voilà, puisqu'on a des collaborateurs qui sont basés sur toute la France. Donc, ça, c'est assez facile à faire. Depuis 2007, on fait une conférence annuelle sur une thématique en particulier
particulier, où là sont conviés tous les collaborateurs et puis tous les citoyens rochelais. Donc il y a toujours 700 personnes à peu près. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous important. Je parlais tout à l'heure sur le fait de s'acculturer sur les thématiques. Donc ça permet de le faire. L'année dernière, c'était sur l'eau avec, on avait fait venir Emma Aziza. Cette année, on est sur les énergies fossiles avec Lucie Pinson de Reclaim Finance, avec Négawatt et Jean-Baptiste Fresso, qui est un scientifique spécialiste du sujet. Voilà. Après, on ne peut pas obliger en fait les collaborateurs à s'intéresser au sujet. Vous faites une projection, et ben, si vous avez que 15 personnes ou que 30 personnes, et ben, c'est pas grave, même si vous êtes sur un site de 2000 personnes. En fait, sur ces thématiques-là, il faut vraiment que ça vienne aussi d'eux. On le voit aussi quand à partir du moment où ils commencent à avoir des enfants, il y a des thématiques qui vont les interpeller, etc. Voilà, je pense pas que c'est quelque chose qu'on puisse imposer. Il faut avancer sur la thématique et après, voilà, on ressent que les collaborateurs ont une fierté sur le sujet. Alors, j'ai une dernière question pour celles et ceux qui peuvent rester avec nous, qui est de William Renaud chez Mécénat Co, qui dit: Nous accompagnons plusieurs associations à visée environnementale dans leur levée de fonds et autant de la philanthropie systémique. On constate que les soutiens des entreprises vont de manière importante à des projets de court terme qui viennent illustrer des engagements plus larges, par exemple RSE. Mesdames Lauvergeat et Suzini, comment travaillez-vous avec les entreprises pour aller vers le soutien structurant à des projets qui visent un changement systémique? Alors, juste peut-être avant que tu réagisses, Nadine, au 1%, on milite pour des soutiens pluriannuels. Donc, on en parle régulièrement. Les rencontres pour la planète, c'est un premier pas dans la philanthropie. Les mécènes vont financer des projets, mais dans certains cas, c'est voilà, une mise en relation qui va se construire au fil du temps. Je prendrai l'exemple d'une association qui s'appelle Nature Évolution. Elle a pitché une première fois. Elle a été soutenue par Recyclivre, qui a décidé de soutenir la même association tous les ans. Et peut-être pour répondre à la précédente question de Loona, c'est que l'implication des collaborateurs, pour reprendre l'exemple de Recyclivre, mais je sais qu'avec Léa Nature, vous faites pareil, Marina, ou l'exemple de Patagonia, là, il y a une implication des collaborateurs dans les choix philanthropiques. Donc, Recyclivre fait voter ses collaborateurs, mais ses autres parties prenantes, ses clients, au moment du panier pour valider l'achat, il y a un choix des clients sur vers où peut aller la philanthropie. Donc, la philanthropie, c'est un formidable outil pour impliquer vos collaborateurs, qu'ils soient des experts en environnement ou pas, mais d'autres parties prenantes aussi dans la philanthropie. Et effectivement, idéalement, les entreprises financent sur le long terme, enfin, la fois sur du long terme et sur des projets structurants, enfin pas forcément des projets, mais sur la structure elle-même. Quand on a des structures qui portent du plaidoyer, évidemment, la majeure partie du budget, c'est les salaires, c'est les billets de train pour aller à Bruxelles, et donc ça, c'est important que ce soit financé. Donc, nous, on milite vraiment pour ça et on le fait nous-mêmes parce que comme il y a une partie du 1% qui est captée par notre organisation, on fait du reversement, même si la plupart du temps, c'est du mécénat direct. Les 12 millions d'euros par an sont versés directement par les entreprises aux associations. Mais il y a une petite portion qui passe par nous. Et là, c'est là où nous, on intervient justement sur du soutien pluriannuel dont Génération Future a d'ailleurs bénéficié. Alors Nadine, du coup, je vous laisse le mot de la fin avant de conclure. Lourde tâche, mais juste pour dire qu'en fait, nous, clairement, les choses se sont créées dans le cadre d'une confiance mutuelle. On a cette chance incroyable, et je remercie d'ailleurs les fondations et les entreprises qui nous soutiennent, d'avoir majoritairement des financements sur du fonctionnement, donc sur du moyen et long terme, parce qu'ils ont compris en fait qui était Génération Future, la vision qu'on portait, et donc et le travail qu'on menait. C'est-à-dire que je pense qu'on arrive aussi à mettre en exergue toutes les tâches qu'on essaye d'accomplir, et voilà, même si malgré tout il y a des échecs. Alors euh, les objectifs avec des indicateurs de résultats, parfois c'est un peu délicat à trouver sur nos sujets, surtout en ce moment où on régresse beaucoup. Donc on rame beaucoup, mais on fait beaucoup de choses malgré tout pour essayer de continuer à laisser sur le devant de la scène et émerger nos sujets et donc des avancées qu'on espère aussi dans le cadre législatif ou réglementaire. Mais donc, ce qui a vraiment façonné le travail qu'on peut avoir avec certaines structures maintenant en fondation depuis 10 ou 15 ans, c'est vraiment cette confiance
les actions que nous, on porte, même si elles aboutissent pas nécessairement sur le court terme. En effet, sur le moyen et long terme, on arrive quand même à engranger des victoires qu'on arrive à mettre en avant auprès de nos financeurs en leur disant, bah là, quand même, on a cranté. Bon, bah là, on a reculé parce que voilà, la situation est quand même compliquée. Et la chance qu'on a, c'est que ces financeurs-là, ils ont une vision politique que moi, je trouve, voilà, au sens noble du terme, qui est très forte. Et donc, un partage des valeurs qui est très forte, ce qui fait qu'on arrive ensemble à trouver des ententes communes et des avancées communes, quoi. Et donc, c'est vraiment ça qui fait que les choses nous permettent de progresser. C'est que on s'inscrit dans la durée sur un sujet qui, en effet, c'est pas un sprint que l'on fait, nous, c'est un marathon. Et je pense que les entreprises qui nous soutiennent et les fondations qui nous soutiennent l'ont bien compris. Et donc, c'est pour ça qu'elles continuent à nous faire confiance. Nous vous avons entendu. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Isabelle. Merci, Marina. C'était Merci. vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais devoir malheureusement rendre ce qu'on appelle l'antenne, hein, mais je vous donne rendez-vous à notre prochaine session qui sera le 3 octobre prochain à midi et qui portera sur comment concilier enjeux économiques et engagements environnementaux avec Greenflex, Léon Gross et Page Group. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.